Chapitre 3. Le cri de la faim. La journée débuta sous de meilleurs auspices. Aucun chien n'avait disparu durant la nuit, et c'est l'esprit plus léger qu'ils se remirent en chemin dans le silence, le noir et le froid. À midi, les chiens renversèrent le traîneau dans un mauvais passage. C'était un effrayant pêle-mêle. Le traîneau, sans dessus-dessous, était coincé entre un tronc d'arbre et un énorme roc. Il fallut d'abord désharnacher les chiens pour les dégager. Tandis que les deux hommes remettaient le traîneau sur pied, Henri aperçut Nac-une-Oreille qui se défilait en rampant. « Ici, Nac-une-Oreille » cria-t-il. Mais le chien fit un bond en avant et se sauva. Tout là-bas, sur la piste, la louve l'attendait. En s'approchant d'elle, il parut soudain hésiter et ralentit sa course. Il la regardait fixement, avec crainte et désir à la fois. Elle semblait lui sourire, puis fit un pas vers lui. Nac-une-Oreille se rapprocha, se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droite. Quand il l'eut rejointe, elle se détourna avec froideur et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, l'entraînant loin de ses compagnons. À un moment, Nac-une-Oreille regarda derrière lui ses deux camarades, le traîneau renversé et les deux hommes qui l'appelaient. Mais la louve, lui ayant tendu son nez pour qu'il s'y frottât, il se reprit à la suivre. Pendant ce temps, Bill avait songé au fusil, mais celui-ci était pris sous le traîneau, et quand, avec l'aide d'Henri, il eut mis la main dessus, le chien et la louve étaient trop éloignés pour qu'il pût tirer. Nac-une-Oreille reconnut son erreur trop tard. Une douzaine de loups maigres fonçaient sur lui, bondissant dans la neige. De son côté, la louve avait cessé ses grâces et s'était jetée sur lui avec un grognement rauque. Il l'avait bousculée d'un coup d'épaule, mais elle le talonnait de près. « Où vas-tu » cria Henri en posant sa main sur le bras de Bill. Bill se dégagea d'un mouvement brusque. « Je ne veux pas perdre un chien de plus. » Le fusil au poing, il s'enfonça dans les taillis qui bordaient le sentier. « Attention, Bill » lui jeta Henri, « sois prudent. » Assis sur le traîneau, Henri vit disparaître son compagnon. Nac-une-Oreille avait quitté la piste et tentait de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henri l'apercevait détalant à travers les sapins clairsemés et s'efforçant de gagner les loups de vitesse, tandis que Bill allait essayer d'enrayer la poursuite. Mais la partie était perdue d'avance, d'autant que d'autres loups sortaient de partout pour se joindre à la chasse. Soudain, Henri entendit un coup de fusil, puis deux autres, et sut que la provision de cartouches de Bill était épuisée. Il y eut un grand bruit, des grondements et des cris. Henri reconnut la voix du chien qui hurlait. Un cri de loup lui annonça qu'un des animaux avait été atteint. Et ce fut tout. Gémissements et grognements moururent, et le silence retomba sur le paysage solitaire. Henri demeura longtemps assis sur le traîneau. Il n'avait pas besoin d'aller voir ce qui était advenu, il le savait. Il finit par se lever et attela les chiens au traîneau, qu'il tira lui-même avec les deux bêtes, après avoir passé un harnais d'homme sur son épaule. L'étape fut courte. Dès que le jour commença à baisser, Henri se hâta d'organiser le campement. Il donna aux chiens leur nourriture, fit cuire son dîner, le mangea, puis se coucha près du feu. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'il vit les loups arriver, et cette fois s'avancer si près qu'il n'était plus question de dormir. Ils étaient là, couchés ou assis autour du foyer, rampant sur leur ventre, tantôt avançant, tantôt reculant. Il ne cessa pas un seul instant d'aviver la flamme, car il savait qu'elle était le seul obstacle entre eux et lui. Les deux chiens se pressaient contre lui, implorant sa protection. De temps à autre, le cercle des loups s'agitait. Ceux qui étaient couchés se relevaient, et tous hurlaient en chœur. Puis ils se recouchaient ou s'asseyaient, le cercle se reformant plus près. Cependant, à force d'avancer, un instant arriva où les loups le touchaient presque. Alors il prit des brandons enflammés et les jeta au milieu de ses ennemis. D'un saut hâtif, ceux-ci bondissaient en arrière quand une branche bien lancée atteignait l'un d'eux. Le matin trouva l'homme hagard et brisé par le manque de sommeil. Il absorba son déjeuner, puis, quand la lumière eut dispersé la troupe des loups, il s'occupa de mettre à exécution un projet qu'il avait médité durant la nuit. Ayant abattu à coups de hache de jeunes sapins, il en fit, en les liant en croix, les traverses d'un échafaudage assez élevé, dont 4 autres grands sapins, restés debout, formèrent les montants. Se servant ensuite des courroies du traîneau comme de cordes,
et les chiens tirant avec lui, il hissa au sommet de l'échafaudage le cercueil qu'il avait convoyé. « Ils ont eu Bill, dit-il en s'adressant au corps du mort, quand celui-ci fut installé dans sa sépulture aérienne, et ils mourront peut-être, mais toi, jeune homme, ils ne t'auront pas. » Le traîneau délesté filait maintenant derrière les chiens qui haletaient d'enthousiasme, car ils savaient que leur salut se trouvait au chenil du fort McGurry. Mais les loups n'étaient pas loin et avaient repris leur poursuite. Ils trottinaient tranquillement derrière le traîneau. À midi, vers le sud, le soleil apparut. Henri y vit là un heureux présage. Le soleil était revenu et les jours allaient grandir. Mais sa joie fut de courte durée. Presque aussitôt la lumière se remit à baisser, et il s'occupa sans plus tarder de s'organiser pour la nuit. Les quelques heures de clarté grisâtre et de terne crépuscule qu'il avait encore devant lui furent utilisées à couper, pour le foyer, une grande quantité de bois. Avec la nuit, la terreur revint. Le besoin de sommeil tenaillait Henri. Il s'endormit malgré lui, accroupi près du feu, sa hache entre ses genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille, il apercevait les loups qui le contemplaient. La nuit s'écoula cependant sans incident, et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Ils demeurèrent en cercle autour d'Henri et du feu, avec une insolence qui brisa son courage. À peine avait-il placé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas du feu qu'un loup s'élança vers lui. La bête avait mal calculé son élan, son saut fut trop court. Ses dents, en claquant, se refermèrent sur le vide, tandis qu'Henri faisait un bond de côté. Puis, reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de brandons sur les autres loups qui s'étaient dressés et s'apprêtaient déjà à se jeter sur lui. Il fut assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qui l'atteignit. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer branches et fagots. La nuit revint aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait pour l'homme de plus en plus insurmontable. De crainte de s'abandonner trop profondément au sommeil, Henri attacha à sa main droite un tison de sapin, afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença plusieurs fois l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il en profitait pour recharger le feu et envoyer aux loups une pluie de brandons incandescents qui les tenait momentanément en respect. Le moment vint pourtant où la branche mal liée se détacha de sa main sans qu'il s'en aperçût, et il s'endormit. Il rêvait qu'il se trouvait dans le fort McGurry. L'endroit était chaud, confortable. Le fort était assiégé par les loups qui hurlaient à la grille d'entrée. Un craquement se produisait soudain. La porte cédait et les loups envahissaient la maison, redoublant de hurlements. À ce moment, il s'éveilla, et la réalité fit suite au rêve. Les loups hurlants étaient sur lui. Déjà l'un d'eux avait refermé ses crocs sur son bras. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu, et le loup lâcha prise, laissant dans sa chair une large déchirure. Alors commença une bataille de flammes. Ses épaisses moufles protégeaient ses mains. Henri ramassait les charbons ardents et les jetait en l'air dans toutes les directions. Il sentait son visage se tuméfier, ses sourcils et ses cils grillaient, et la chaleur qu'il éprouvait aux pieds devenait intolérable. Un brandon dans chaque main, il se risqua à faire quelques pas en avant. Les loups avaient reculé. Il leur lança ses 2 brandons, trépigna dans la neige pour se refroidir les pieds, puis en frotta ses moufles carbonisées. Il ne restait plus trace des 2 chiens. Ils avaient alimenté les loups. Vraisemblablement, ils subiraient sous peu le même sort. « Vous ne m'avez pas encore » cria-t-il d'une voix sauvage. Il forma un cercle avec une série de fagots alignés à la file qu'il alluma. Puis il s'installa au centre de ce rempart de feu, se coucha sur une épaisseur de branchages et demeura immobile. Les loups vinrent s'assurer à travers le rideau de flammes que leur proie était toujours là. Rassurés, ils reprirent leur attente patiente, se chauffant au feu bienfaisant, en s'étirant les membres et en clignotant béatement des yeux. La louve s'assit sur son derrière, pointa le nez vers une étoile et commença un long hurlement. Un à un, les autres loups l'imitèrent, et la troupe entière, sur son derrière, le nez vers le ciel, hurla. L'aube vint,
puis le jour. La flamme s'éteignait, la provision de bois s'épuisait. Il fallait la renouveler. Henri tenta de franchir le cercle ardent qui le protégeait, mais les loups surgirent. Il leur lança quelques brandons qu'ils se contentèrent d'éviter sans en être effrayés. Il dut renoncer au combat. Vacillant, l'homme s'assit, laissant tomber sa poitrine sur ses genoux. Il abandonnait la lutte. De temps à autre, il relevait légèrement la tête pour observer l'extinction progressive du feu. « C'est fini, murmura-t-il. Qu'importe à présent, je vais dormir. » Combien de temps dormit-il ? Il n'aurait su le dire. Mais lorsqu'il s'éveilla, il découvrit que les loups étaient partis. Seul le piétinement pressé de leurs pattes imprimées sur la neige lui rappelait leur nombre et leur acharnement. Puis il perçut des cris d'hommes mêlés au bruit de traîneaux qui s'avançaient et au halètement de chiens. 4 traîneaux, quittant le lit glacé de la rivière, venaient vers lui à travers les sapins. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Il le regarda, hébété, et balbutia. La louve rouge, venue près des chiens au moment de leur repas. D'abord elle mangea les chiens, puis elle mangea Bill. « Où est lord Alfred » beugla un des hommes à son oreille, en le secouant rudement. Il remua lentement la tête. « Non, lui, ils ne l'ont pas mangé. Il pourrit sur un arbre au dernier campement. »« Mort » cria l'homme. « Oui, et dans une boîte, » répondit Henri. Il dégagea vivement son épaule de la main du questionneur. « Eh, dites donc, laissez-moi tranquille, je suis vidé. Bonsoir à tous. » Ses yeux clignotants se fermèrent, son menton rejoignit sa poitrine, et, tandis que les nouveaux arrivés l'aidaient à s'étendre sur les couvertures, ses ronflements montaient déjà dans l'air glacé. Une rumeur lointaine répondait à ces ronflements. C'était, affaibli par la distance, le cri de la troupe affamée des loups à la recherche d'une autre viande destinée à remplacer l'homme qui leur avait échappé.